Gavin, merci d'être avec nous ce soir. On va parler de ton livre, ton dernier livre, Les jours heureux ne s'oublient pas, chez Albin Michel, pour voir un peu qui l'a déjà lu. Levez la main. Personne. Je suis là pour ça. Qui a déjà lu un livre précédent de Gavin? Ah, bon, très bien. Si je dis une bêtise, surtout vous m'arrêtez. Au niveau des questions, si vous en avez, vous levez la main et je vous donne la parole. On va viser 45 minutes de rencontre. Et après, il y aura une séance de dédicace avec nos chers libraires du fond qui sont restés là exprès. Qui sont en grande forme. Ouais. Oui, ah, quand même. Au taquet. À fond. Ah, ils se font applaudir. Ah bon, on applaudit maintenant. Gavin, comme je disais, alors pour te présenter très brièvement, tu es secrétaire général du Guide du Routard. On a plein derrière, ouais, sur plein de lieux. Et tu es également chroniqueur sur Europe 1. Tu as écrit Comment papa est devenu danseuse étoile, entre autres, Le Club des Feignasses et La Divine Comédie de nos vies, qui seront juste là, on pourra les retrouver. J'aimerais, avant qu'on attaque donc on entre dans le vif du sujet, pourquoi dédier ce livre à ton père? Ouais. Parce que c'est la toute première phrase. On rentre direct. Avant. Eh bien, pourquoi? En fait, parce que j'ai écrit Le Club des Feignasses pour ma mère. Donc, pas de jaloux. Il fallait pas une suite, mais il fallait quand même lui dédier. Et puis, en fait, ça tourne autour du rapport entre le père et le fils. Donc, je suis pas allé chercher très très loin. Non, j'exagère. Et puis j'avais pas de cadeau de fête des pères, donc je me suis dit tiens, c'est sympa, ça va être. Pas tout le monde peut faire ça. Voilà, donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc je lui ai dédié. Et puis il y avait cette ritournelle là. J'ai mis une phrase de Bob Marley parce que c'était quelque chose qu'on écoutait tout le temps quand on était petit. Et donc voilà, je me suis dit tiens, voilà, c'est pour lui, c'est son cadeau. Et puis voilà, j'ai voulu réfléchir au rapport entre le père et le fils, et je me disais que c'était pas mal de lui dédier cet ouvrage. Il a bien pris? Oui. Je sais pas. Oui, c'est sympa d'offrir un livre à son père. C'est très bien. Je sais pas, en tout cas, moi j'étais content de le faire. Bon, c'est surtout ça qui prime. Et justement, tu en parles et tu commences également juste après avec une citation de Bob Marley, ce qui est assez surprenant. Ouais. Oui, c'est complètement. Vas-y. Vas-y, est-ce que tu vas entendre mon accent anglais Oui, je veux t'entendre parler anglais. Mais si tu travailles au Guide du Routard, tu dois avoir un bon accent anglais, non? Non, t'inquiète. One love, one heart, let's get together and feel alright. C'est parfait. Je fais des études d'anglais, j'ai triché. Alors du coup, pourquoi cette citation et pourquoi ce morceau? Parce que c'est ce que je disais, c'est la chanson que j'écoutais tout le temps quand j'étais petit avec lui le matin pour aller à l'école, et il mettait ça assez fort, et voilà, j'ai gardé. Et puis en fait, je trouve que ça résumait pas mal le livre aussi. C'était un amour. Et on avance ensemble. Et on y va. Alors des fois dans l'amour, il y a des petites choses qui se séparent, il y a des chemins qui se séparent, et voilà, mais au global, il y a un amour et on avance. Et j'aime bien l'idée du chemin, enfin, je travaille pas au Routard pour rien. Et le côté on avance, on y va, on se donne, donc ça me plaisait bien. C'était le Bob Marley, c'est un truc. Je suis pas fan particulièrement, mon père, ouais. Ah ouais. Donc vraiment, donc je me suis dit tiens, c'est pour lui. Tout comme je cite les Creedence Clearwater Factory qui écoutait beaucoup, très 68 art, mon père. Et donc voilà, je suis le produit. D'accord. J'ai appris que Bob Marley était passé à Toulon. La semaine dernière Non, pas la semaine dernière. Non, mais début 80, je crois, il était passé en concert à Toulon. C'est vrai. Alors je sais pas si ton père y était. Peut-être, on va essayer de retrouver des archives. Alors, j'essaie de trouver la bonne formulation, je ne vais pas t'afficher, mais tu commences ton roman par « Je déteste prendre l'avion ». Je rappelle que je travaille au Guide du Routard. Ouais. Pourquoi? Ça s'appelle une accroche. Ah ben là, c'est... Et ça a beaucoup plu à mes collègues, surtout à mon patron, il a bien aimé. Il a dit, un petit filou. Alors, en fait, à quel moment le roman est un peu autobiographique? Est-ce que c'est de la fiction pure? Je n'y crois pas. Mais du coup, pourquoi commencer par Je déteste prendre l'avion? Parce que j'avais envie de m'amuser un petit peu. Je suis joueur. Et donc, le roman, c'est le champ des possibles. On peut tout écrire, tout dire. Donc, c'est ça qui est génial. Et donc, le mec du Routard qui dit ça, c'est assez... Bon, je sais pour chatouiller mes collègues aussi, c'est assez marrant. Non, mais voilà, j'avais envie d'un personnage qui avait peur de l'avion et qui n'aime pas prendre l'avion et qui va être obligé de prendre l'avion. Je pense que ça parle à pas mal de gens qui n'aiment pas l'avion. Alors, moi, j'adore prendre l'avion. Mais t'as pas peur de prendre l'avion? J'adore ça. Mais lui, il n'aime pas. Donc, il me ressemble quand même beaucoup, ce personnage.
Il y a un petit peu de vrai quand même. Hein. Et donc j'avais envie d'être un peu, pas insolent, mais... ouais, de titiller un peu le lecteur. Titiller le lecteur, surtout si tu... Pardon ? Facétieux, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais donc voilà, j'aime bien m'amuser. J'écris vraiment. Le routard, c'est ma vie professionnelle, c'est mon travail quotidien. Ça fait 24 ans là. Et donc tous les jours, j'écris avec des cadres très précis. Et à côté, le roman, on va dire, c'est ce que j'écris dans les marges en fait de mes cahiers de notes quand j'écris pour le routard. Et donc c'est là où je peux expérimenter des choses, où là j'ai plus de limites en fait. C'est un peu une salle de jeu. Mais complètement, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ce que j'écris dans les marges. En fait, quand je voyage, j'ai toujours mon carnet de notes et tout. Je vérifie les infos et tout ça. Et après, dans les marges, j'écris des petites choses. Alors, ça va être un regard, ça va être... regarde, on a vu une jeune femme tout à l'heure. Bah, elle pourrait être dans un roman la prochaine fois. Si d'aller dans le prochain, je saurais que c'est cette jeune femme. Tu sauras que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Non, moi je t'ai fait découvrir. Je disais par exemple que pour mon premier roman, comment mon papa est devenu deuxième étoile, je vous disais tout à l'heure, je sais que en fait c'est parce qu'un matin j'ai vu un monsieur, j'allais au travail et j'ai vu un monsieur habillé en combinaison de plongée à Paris, avec un tutu rose. Un matin vers 8h, je me suis dit je pense qu'il a passé une bonne soirée lui. Et je sais pas d'où il vient, je sais pas où il va. Et clac, il est resté dans ma tête. Et un jour, je me suis retrouvé avec une cheville en moins. Et pendant 6 semaines, et donc c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire de ce type. Qui est, puis voilà, ça, c'est le point de départ, c'est pas ça, hein, mais c'est un point de départ. C'est une vision, un mot, une clé. Et donc, souvent dans mes voyages au routard, je vois des gens. Dans la Divine Comédie de Novice, c'était beaucoup ça aussi. C'est beaucoup de choses. Des instantanés qui servent à. Exactement, il y a une partie en Thaïlande. Et là, j'ai fait parler une dame qui fait des jus de fruits, des jus de mangue. Elle aussi, elle m'a fait rire, cette dame. Je l'ai vue avec ses joues. Elle m'a expliqué plein de choses. Je comprenais pas du tout ce qu'elle me disait. Et j'ai adoré. Et en fait, voilà, je me suis dit, tiens, elle est là. Elle est là-dedans. C'est des moments, c'est des instantanés. Et alors, ça sert à donner de la chair, en fait. C'est ça, il y a une... Du coup, l'anecdote est concrète et réelle. Voilà. Et du coup, je l'ai bien vécu. Toi, tu brodes un peu autour pour relier tout ça. J'aime bien broder. Mais du coup... Mais du coup, c'est ça, donc... C'est complètement ça. Je pars de... Alors, c'est plein de points de départ, hein. C'est pas un point de départ, mais c'est vrai que tout ça mis à bout, au bout d'un moment, j'énerve beaucoup ma femme, parce que je lui dis tout le jour, j'ai vu ça, tu crois que ça peut être intéressant? Elle me dit, un peu plus, ça fait 20 ans. En général, c'est les hommes qui font... Ouais, bah là tu vois, c'est moi, c'est du courage. Hein. C'est mes enfants aussi qui me racontent des trucs, et puis mon éditrice qui est pire que moi. Et donc, je l'abreuve de choses, elle me dit vas-y, creuse. Donc je creuse. Des fois, je trouve du pétrole. Creuse pour te laisser. Avant qu'on s'attaque à l'histoire, d'où t'es venue l'histoire, enfin l'envie de faire ce livre? Pourquoi ce livre? Eh bien, en fait, j'ai fait le Club des Feignasses qui a touché pas mal de gens. C'était une histoire très personnelle. C'est ma mère qui était en chimio à la Salpêtrière, que j'allais voir tous les mercredis. Et elle était avec toutes ses copines. Elles étaient alignées comme ça, comme nous. Puis elles se voyaient. Et puis elle m'a dit un jour, regarde, on fait un beau Club de Feignasses. Ces femmes ne sont plus là, elles ont toutes disparu les unes après les autres. Et ma mère m'avait dit, sur son lit de mort, elle m'avait dit, ce sera le titre de ton prochain roman. Et donc j'ai tenu parole, j'ai écrit le Club des Feignasses. Et elle n'est plus là. Et comment se reconstitue le cercle d'une famille où il y avait un père et une mère et un fils? Et quand il n'y a plus la mère, j'ai réfléchi à ça. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas une suite, mais il y a l'esprit, venez. Mais, il y a des places devant. mais l'idée, c'est ça, c'est de comment on se recompose quand quelque chose de grave est arrivé dans une famille, dans un cercle familial très uni. Comment on essaye de se recomposer, c'est la tectonique des plaques. J'aime bien cette image aussi. Ça bouge. Voilà. Et ça se rencontre quand même. Ça se rencontre pas mal. Et puis, des fois, ça se pose. Et quand je me pose, j'essaie d'écrire et de réfléchir à ça et de travailler sur ce thème du père et du fils qui se retrouvent après le départ de la mère. Justement, donc là, avec ce roman, on part en Espagne, puisque le personnage principal, Gontran, qui est un cadre sup, doit tout lâcher, je ne vais pas tout raconter, il doit tout lâcher pour aller retrouver son père, que sa compagne du moment alerte, en disant il faut que tu viennes parce que c'est plus possible. Ça va pas. Et donc,
il quitte tout, le travail, il quitte Coco, et hop, direction l'Espagne. Alors pourquoi vous amenez en Espagne? Alors, comment je m'appelle un petit patronyme espagnol. La passe est facile. Pas c'est facile. C'est demain, non Après-demain. Eh bien, ouais, l'Espagne, parce que c'est mes attaches. Hein, c'est mes attaches. C'est mon passé, c'est mon histoire, c'est mon grand-père et mon père qui vit en Espagne désormais. Et donc, voilà, je suis pas allé chercher très très loin. Franchement, je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est vrai que ce livre, il est quand même arrivé en Espagne. Je l'ai écrit 3/4 en Espagne. Et donc voilà, c'est ça. Là encore une fois, c'est parce que j'ai appelé mon éditrice et je lui racontais ce que je vivais en Espagne et elle me dit écris. Et je racontais des trucs, elle me dit non, mais tu peux pas. Non, elle me dit c'est pas vrai, je dis bah si, c'est vrai. Ça. Écris. Et donc voilà. Alors, des anecdotes qui te sont arrivées. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, mais donc voilà, j'ai essayé de là aussi de broder. Je suis très fort en broderie. Et l'Espagne, parce que déjà j'aime bien ce pays, c'est l'histoire de mon grand-père. J'ai du sang belge, j'ai du sang espagnol, donc la France, logiquement, avec un prénom un peu bizarre. C'est pas un pseudo, hein, c'est vraiment mon nom, c'est vraiment mon prénom. Et donc l'Espagne, parce que je trouve que ça. Je fais pas beaucoup voyager mes personnages. Les premiers, c'était en Normandie, parce que je suis normand. Le deuxième, c'était entre la Normandie et Paris. Et le troisième, c'était la Normandie et la Thaïlande. Et là, j'avais envie de souffler. De partir. Un peu de soleil. Un peu de soleil. Ouais. C'est comme tout à l'heure quand tu es venu me chercher à la gare, ça m'a donné envie de. Parce qu'à Paris, il pleuvait ce matin. Il pleuvait ce matin, donc je suis tellement content d'être là. On arrive, il fait 25 degrés, il fait chaud, tout le monde est en t-shirt, en manche courte. Et donc du coup, le père de Gontran vit une très mauvaise passe. Alors du coup, on va essayer de savoir, de démêler le vrai du faux, le réel du... Je ne saurais pas. On va essayer. Du coup, quelle relation tu entretiens maintenant avec ton père? C'est... Comment on dit? Parce que là, le père de Gontran, en fait, il passe ses journées avec un maillot de foot, sans caleçon. Ouais. Et il y a des claquettes. Tout n'est pas vrai. Hein. Peut-être que les claquettes sont vraies. Maillot de foot alors, bon. Non mais en fait, quel entretien j'entretiens. C'est vrai que quand on est dans une famille très unie et qu'on se retrouve à vivre avec quelqu'un en moins, c'est pas facile, quoi. Et donc comment ça se passe? Quand on aimait tout. En fait, le personnage principal, après en avoir parlé pas mal, je me rends compte, c'est marrant de voir ça, hein, c'est que le personnage principal, c'est la mère. Finalement, dans ce roman, c'est pas les deux héros. C'est la personne absente qui est le personnage principal. Le personnage absent, puisque c'est je sais pas si on peut le... je vous ai dit que le Club des Feignasses, c'était le début. Donc comme c'est quand même une histoire sur ma mère qui n'est plus là... la mère du personnage principal est décédée depuis voilà, donc le père et le temps, fils se retrouvent et ils vont tous dire, quoi. Et, ça, avec des étincelles, avec des mots doux, des mots d'amour et des mots durs. Oui, il y a de tout. Des mots... Ça, j'ai bien aimé. Ah oui. J'ai trouvé ça génial d'écrire ça. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut tout dire, quoi. Même ce qu'on n'a pas dit. Et du coup, par le biais du livre, tu... Carrément. Et merci d'avoir écrit cette lettre. Mais c'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est que le roman permet d'extérioriser des choses qu'on n'a peut-être pas... parfois qu'on n'a même pas pensé sur le moment. C'est en écrivant, on se dit... Quand tu te plonges dans l'écriture, parce que quand tu écris, c'est par plage de plusieurs heures j'écris n'importe où, n'importe quand... le matin, j'adore écrire le matin, très très tôt avant que mes fistons se lèvent avant d'aller à l'école. Ma femme me voit sortir du lit un peu tâtonnant. Et en fait, j'aime bien ce côté un peu cotonneux du matin où on écrit sans vraiment trop savoir où on est. Parce que du coup, je sais jamais vraiment trop où je suis non plus. Et comme ça, j'écris plein de choses. Bon, après, je relis et là, je me dis, t'étais vraiment dans ce moment-là. Ça, c'est intéressant. Et parfois, c'est vraiment des moments, je sais pas, j'ai une heure, voilà, le midi, enfin, n'importe quand. Franchement, il n'y a pas d'horaire. L'idée, c'est que j'essaie d'arriver à un... J'ai pas du tout de plan, donc je sais pas où je vais, je sais pas. Et en fait, c'est à la fin, je sens que ça commence à prendre forme, et je me dis, tiens, là, je tiens un truc, là. Ah, ça m'a plu, ça m'a plu. Hop, je recombine, je retravaille, puis jusqu'au bout, dès que j'arrive à quelque chose d'un peu concret, d'un peu...
ça se tient, je me dis, là c'est bon. Mais quand tu écris, est-ce que tu as le début et la fin et après tu Non. dois... J'ai non. rien du tout. Ah, tu pars... J'y vais comme au routard. D'accord. Je sais pas où je vais. En fait, j'ai un autre truc au routard, c'est que je ne sais pas lire une carte. Et donc je n'ai pas le sens C'est d'orientation. une vanne. Non, c'est pas une vanne, c'est pas une blague. Et j'ai pas le sens d'orientation. Et en fait, ce qui fait beaucoup rire ma femme en voyage, mais Tout le monde a et mes collègues aussi, et vous, je suis ravi de partager ce petit. Et en fait, ben, ça me va bien parce que en fait, je vais jamais là où il faut que j'aille. Et au routard, c'est super parce que je tombe toujours dans des endroits où il faudrait que j'aille sans savoir que j'aurais dû y aller. D'accord. C'est un peu bizarre comme phrase. Moi, mais j'ai en compris. même temps, j'ai lu un bouquin qui est très joli, ça s'appelle L'échappée belle de Rémi Oudguiri, je crois. Et en fait, il raconte que vous devez aller à droite. Et vous savez vraiment que vous devez aller à droite, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à gauche. Et ben c'est sur la gauche que vous allez trouver quelque chose de magique. Et ben je fais ça, mais tout le temps au routard, ça m'arrive, mais tout le temps. Je sais que je sors avec mon plan de métro, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, je sais plus où. Et en fait, je cherche le bistrot truc. Et là, je trouve pas le bistrot truc, bien sûr, mais je vais y arriver quand même. Normal. Mais et ben entre deux, j'ai trouvé un autre truc qui était super. Et ça C'était quoi m'arrive- comme truc? Moi, je veux savoir. c'était à New York, j'étais au fin fond de Brooklyn, et en fait, je suis tombé sur un resto, mais magnifique, avec des gens top, une cuisine extraordinaire, pas chère, faite par des réfugiés, tout c'était, j'ai adoré. Et je me suis dit, je l'aurais pas trouvé. Il a été dans aucun guide, ça venait d'ouvrir. Ah ouais. Donc je me suis dit, ça c'est chouette, et ça c'est dans Routard, mais après, bon, je refais le tour du pâté de maison pour trouver l'autre adresse. Et ben je fais pareil avec mes romans. Parfois, je sais pas où je vais, mais je sais que je vais y arriver. Souvent, les auteurs, j'ai remarqué qu'ils se retrouvent prisonniers de leur personnage. Ouais. C'est-à-dire que souvent, les auteurs disent, tiens, je vais faire un personnage comme ça, comme ça, comme ça. Ils les lancent, c'est l'auteur qui mène un peu la barque, et les auteurs se retrouvent un peu dépassés par leur personnage. Ils disent, tiens, ce personnage-là, Gontran, ne ferait pas ça, il ne dirait pas ça, et presque c'est l'auteur qui se retrouve derrière les personnages, à dire, je les suis parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. C'est complètement ça, et c'est complètement hallucinant comme truc, parce que tout d'un coup on se retrouve happé par des jeux qui n'existent pas, des lettres de papier qui sont sur ton écran, ou tes petites notes, tu vois, et en fait tu dis, Il aurait dit ça, mais en fait, il aurait fait ça. ça me fait penser, c'était le bouquin de Joël Dicker, hein, c'est pas ça, où le héros se fait manger par son personnage ou l'inverse, et en fait c'est complètement ça, on se laisse happer par les personnages qui prennent, alors c'est vrai que je le tiens quand même, je l'ai tenu 6 mois quand même, ce bouquin, tous les jours, pas tous les jours, mais j'y pense tout le temps, quoi. Donc au bout d'un moment, je me dis, il est là, il est là, il est là. Puis il me fait faire des trucs. Des fois j'écris. Il y a une scène que j'ai écrite en fait vers la fin, et en fait j'étais. Celle de la chambre d'hôtel. Non. Non, mais alors, Celle-là, je l'aime bien, ça. Celle-ci, elle est rigolote aussi. Mais non, c'était une des scènes finales. Et en fait, j'écrivais. Et en fait, je sentais que ça montait. Puis je me disais, il faut pas que le lâche. En fait, c'était physique. Alors, heureusement, c'était les vacances, j'avais pas d'enfant, pas de femme, ça. Bref, j'étais tout seul devant mon écran. J'écris toute la nuit. Et ça m'arrivera. Faut être honnête, ça m'arrive pas tout le temps. Et c'est pareil sur la Divine Comédie de Novi. Il y a la scène finale aussi. Et j'étais happé par. En fait, c'est mes personnages qui me disaient, là, tu nous lâches plus jusqu'au bout. Et est-ce que tu le sens que tu arrives à la fin, Ouais. et tu dis le final, il est intense, il faut que faut que je sache la fin. J'aime bien, en fait, j'ai toujours aimé les feux d'artifice quand j'étais petit. Et je trouve que c'est le moment parfait, la fin, quand tous les fils. Il y a une phrase que j'aime, tisser, métisser. Et en fait, j'aime bien tisser, hop, je croise, et puis à la fin, c'est l'explosion. Et le Club des Feignants, c'était ça aussi. La scène finale, je la voyais, j'en ai encore des frissons dans les jambes, je la sentais. Et en fait, fallait que ça sorte, c'est physique, hein, Ouais. c'est physique. Et en fait, quand je l'ai vécu, le truc, c'est comme pas une douleur, mais c'est un truc que tu dois expulser, quoi. Ouais, alors j'ai pas accouché, mais j'ai vu ma femme le faire. Et je me suis dit, c'est pas similaire, mais faut pas que je dise ça parce que je m'en prends une à chaque fois. Mais C'est fini, attention. mais c'est vrai, c'est fort, quoi. Ouais. T'as un truc qui sort. C'est un enfant, ouais. C'est un processus Un enfant de création, soit. Mais complètement. Les femmes, bien sûr, mais Je l'analyse pas, mais je le vis. Et c'est assez amusant. D'accord. Et ça fait 4 fois. En fait, je crois que j'écris que pour ça. Voilà, J'écris après, pour ce moment où il y a des êtres que je ne connais pas
qui me sont arrivées, je ne sais pas comment. Alors, bien sûr, il y a la vie privée, il y a la vie tout court. Les auteurs y mettent un peu de tout le temps, un peu d'eux dans je pense les que livres. si on écrit sans soi, on appelle ChatGPT, puis c'est bon. Hein, enfin, bon, j'en sais rien. En tout cas, moi, je peux pas faire ça. Mais et après, ça part. Et c'est vrai que c'est quand même hallucinant de se faire happer par ces personnages. Du coup, on a dit que... Une question, non? J'ai vu quelqu'un lever la main. Ah, c'est des lunettes. C'était pour se gratter. Comme à l'école. Si, faut dépasser la tête, sinon, je vous donne pas la parole. Du coup, la mère de Gontran donc, est décédée. Et est-ce que c'est à cause de ça que du coup Gontran est habité à Paris, le père est parti en Espagne, il est parti pour d'autres raisons aussi, mais est-ce que c'est... on va revenir après à la place de la mère, qui est absente mais qui prend le plus de place. Est-ce que justement l'éloignement a fait qu'il y avait une tension entre les deux et que les deux ont dû se... les deux ont vécu chacun de leur côté en fait, et moi l'idée c'était qu'ils se retrouvent, donc c'était bien qu'ils soient le plus loin possible, qu'ils soient assez éloignés l'un de l'autre. S'il avait habité dans la maison à côté de chez lui, je suis pas sûr que j'aurais fait le même roman. Mais en même temps voilà, ça aurait pu être un point de départ, mais là, disons que je vis à Paris, mon père vit en Espagne, c'était un petit peu tout trouvé, mais je me suis dit que c'était pas mal de les forcer à se retrouver l'un l'autre. Il y en a un qui est pris au piège par une troisième personne. C'est la personne, c'est vraiment les deux héros sont pas des héros, j'allais dire. Des héros, ce sont deux héroïnes, les deux héroïnes, la femme vivante, la femme absente, et c'est elles qui sont là. L'histoire. Ouais. Ouais, elle a un joli nom. Oui, est-ce qu'elle gagne à la fin, ça où elle gagne? Je sais pas, en tout cas, elle est là. On sait pas, oui, mais là aussi, de par son absence, elle est très présente. Et du coup, Gontran garde des enregistrements audio de sa mère. On va apprendre après que les cendres de sa mère sont conservées dans une urne, à côté du micro-ondes, ou dans un placard, pas loin. Et est-ce que... C'est ce qu'on garde. Non, pardon. Vas-y, j'ai pas entendu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Bon. Mais du coup, malheureusement, c'est en gardant des objets, des personnes décédées que ceux qui restent se mettent un petit peu des entraves. Et c'est le cas du père de Gontran qui l'empêche d'avancer, parce que le père de Gontran, il est au point mort, en fait. Carrément, il est englué, il est enfermé dans son capharnaüm, là, il peut plus bouger, quoi. En fait, il peut plus bouger, parce que tout lui rappelle sa vie d'avant. Donc, c'est métaphorique, il est statique, il étouffe. Il étouffe. Donc, l'idée, c'était de le faire sortir de tout ça. Donc, j'adore ma fin. Le type content. Mais justement, ça me plaisait de parler de ça. Donc, d'essayer de se libérer, de se vider de tout ce qu'on a. Il y a plein de bouquins qui parlent de ça dans ce coin. Comment se... juste un truc, ça n'a rien à voir, mais je vois ce livre sur la ménopause et ça fait 4 rencontres que je fais et je me retrouve toujours à côté de ce livre. Il y a quelque chose. Je pense qu'il va falloir que je me l'achète. Parce que il y a un truc. Ça pourrait être un prochain sujet. Non, mais je te jure, c'est ce. Tu parlais d'accouchement, donc pourquoi pas de ménopause? Je l'ai eu à Aix, je l'ai eu en Bretagne, et je l'ai eu. C'était à Paris et je sais plus, dans une librairie à l'est, dans l'est. Hallucinant, c'est pas de façon. Garde-le à côté. Garde-le à côté. On sait jamais. Ou alors c'est peut-être parce que le lieu des rencontres se trouve souvent auprès du rayon pratique. Enfin, je sais pas. Mais excuse-moi, du coup j'ai oublié la question. Du coup, le père de Gontran se... Ah oui, englué dans son passé. Oui, et se libérer, ça fait du bien, non? Je crois que l'écriture, ça sert aussi à ça. Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture avant d'arriver à faire ça. Je rêvais d'écrire. Bon, ça, c'est un vrai truc. Et en fait, il n'y a pas des livres pour apprendre à écrire. Et en fait, j'aimais bien... je voulais écrire, mais je savais pas. Enfin, je pensais que je savais pas. Je sais peut-être... Enfin, je sais pas si je sais d'ailleurs. Mais en fait, l'idée, c'était d'apprendre. Donc, j'ai fait des ateliers d'écriture à Paris, il y a des ateliers avec la ville de Paris. Et c'était tous les mercredis. J'avais une dame... d'ailleurs, je crois qu'elle habite pas très loin d'ici maintenant, Marie-Christine Guillon. Elle avait écrit, je sais plus, non, dans un petit village, elle est toute seule. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime bien cette femme, Marie-Christine Guillon. Elle avait écrit un livre, mais qui est plus commercialisé. Il est sur les plateformes de revente. Mais en fait, elle nous disait qu'elle ne savait pas écrire, qu'elle l'écrivait pas, qu'elle ne lisait pas, mais elle savait faire naître les gens à l'écriture. C'est pas très français ce que je dis, mais en même temps c'est vraiment ça. C'était de la maïeutique, c'était je vais vous donner des clés pour... la maïeutique littéraire. Ouais, pour écrire. Okay. Et en fait c'était, elle nous mettait dans un bus,
Et en fait, on écrivait sur les gens autour de nous. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, je regardais cette jeune femme qui était particulièrement intéressante. Il y avait des choses. Elle a une histoire, cette dame, je trouve. Je sais pas, Oui, on peut raconter une on histoire. peut broder. On peut broder. Et en fait, voilà. Donc, je travaillais dans un bus, tout d'un coup, le soir. On était 10, et des gens très différents, très variés. Ça aussi, c'était super. Ou alors, elle nous bandait les yeux, elle nous faisait toucher des choses, tout ça, pour avoir les sensations, pour vraiment ressentir les émotions. J'ai travaillé beaucoup sur l'émotion. Après, j'ai fait un autre atelier d'écriture avec Jean-Marie Laclaftine, qui est éditeur chez Gallimard. Alors, il se trouve que ce monsieur est né le même jour, le même mois et la même année que mon père. Donc là, tu le déduis comme tu veux, mais passons. J'ai découvert ça il y a très peu de temps avec lui. Et en fait, ce monsieur nous a fait travailler sur la fabrique du récit, ça s'appelait. C'était chez Gallimard. Et donc, c'était vraiment sur l'ossature. Comment on construit un récit, comment on le mène, avec des formats, des styles d'écriture différents. Et puis, j'en ai fait un autre avec un Américain qui s'appelle John Truby. Alors là, ça s'appelle l'anatomie du scénario. Et là, lui, il est toujours vivant d'ailleurs, un script doctor en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il travaillait beaucoup sur le cinéma. Mais alors là, c'est à l'américaine. Il y a 22 points essentiels dans un roman à suivre. Ah oui. Et en fait, il avait analysé plus de 100 films et 100 bouquins. Et en fait, tu voyais qu'à chaque fois, il y avait les 22 points. Ça fait un peu peur. Mais tu te rends compte, en fait, en relisant ton livre après, tu l'intègres, tu l'appliques pas, tu l'intègres. Mais quand tu l'écris, inconsciemment en fait, et quand tu le lis après, tu te rends compte que il y a le point de départ, enfin c'est des trucs très simples, mais point de départ, la rencontre, il y a souvent une scène de danse. Et je me suis rendu compte que souvent dans mes romans, il y avait des scènes de danse. Enfin, je dis, purée, il est fort ce monsieur, et il a analysé. Et voilà, donc ça c'est des choses que j'ai intégrées pour savoir écrire, comment écrire, et ensuite me libérer, et maintenant écrire ce que j'ai envie d'écrire. Venez, n'ayez pas peur. Il faut. Non, on a 2 places. Il y a 3 places. Venez. Là. Bonsoir, prenez place. Ça va Dorothée. Ouais, c'est ça. C'est des collègues de bureau, quoi. D'accord. À distance. Du Guy du Retard aussi? Pas du tout. D'accord. On s'est connus il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Et quand je te téléphonais, j'étais en train d'écrire ce livre en Espagne. Voilà. J'ai des sources d'inspiration. Non. Quel personnage je alors vais dire non, Dorothée. Bon. On va parler un peu de tes influences littéraires que tu glisses un petit peu. J'ai relevé François Mauriac, Racine, Jean Giono, Stendhal. Ah ouais, Mauriac, t'es trash. Avec Guibert. Ouais. Tu voulais un moment le glisser pour dire c'était un peu ce que tu as lu. Oui, alors moi j'aime. Il y a un type que j'aime beaucoup, c'est Jean Echenoz. C'est assez modeste. J'adore ce monsieur. Non, un autre monsieur que j'aime beaucoup, c'est Eric Holder. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, il est décédé maintenant, mais sa femme, c'était Delphine Montalent, qui était une éditrice qui éditait des livres, très, très peu de livres d'ailleurs. Mais en fait, le tout premier roman que j'ai écrit, je lui ai envoyé. Elle m'avait fait un petit mot très, très beau. Bref, et j'aimais cette femme et j'aimais cet auteur, Eric Holder, qui est publié. Il y en a beaucoup, mais vous avez peut-être vu Mademoiselle Chambon, qui a été ensuite adaptée au cinéma. Ça, c'est un très beau livre. Et j'aimais bien cette sensibilité. Parce qu'en fait, je trouve que il y a aussi le côté, je suis un garçon dans un monde où il y a beaucoup de filles qui écrivent des romans comédies sensibles, j'exagère, mais comédies dramatiques. Et c'est vrai qu'il y a peu de mecs. C'est pour ça que j'avais écrit La Divine Comédie de nos vies avec que des garçons dans les histoires. Bim, une revanche. Et une grand-mère au milieu qui fait le lien. Non, mais en fait, c'était pas une revanche du tout, mais c'était c'était de dire, il y a aussi des mecs qui ont des sentiments. Il y a un cœur qui bat. Il y a un cœur qui bat. Non, je schématise, c'est pas ça. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté, la sensibilité littéraire à travers des mots. J'aime beaucoup le travail de... Et là, j'ai un trou de mémoire. C'est un Américain. J'ai un trou de mémoire. Je vais retrouver tout à l'heure. Mais que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup lu... je sais plus son nom. Bref, mais que j'ai beaucoup lu et il avait fait un livre avec son chien. Et je sais plus son nom. Qui est sorti récemment? Non. Ça me rappelle le livre. C'est un livre américain. Je vais retrouver. D'accord. Mais voilà,
Ouais, John Fante. John Fante. J'adore. J'adore ce type. Enfin, Pour quelle raison? Oh bah tout, l'univers, c'est quand même très fort aussi. Mon chien stupide, adapté au cinéma par Yvan Attal. Pas très bien, mais j'adore le bouquin. On le dira pas. Mais j'aime bien le monde. En fait, c'est toujours l'histoire de sa famille, c'est toujours son histoire de lui, d'auteur, un peu loser, mais au grand cœur, quoi. Ça rime. Et j'aime bien cet univers. Et tu parlais de personnes sensibles. Gontran, ton personnage principal, pleure souvent. Ouais. Pas qu'à cause de sa mère disparue, Ouais. mais est-ce que c'est une manière aussi d'extérioriser, de rejeter un peu cette J'avais douleur? écrit une nouvelle quand j'étais, je sais plus dans quel groupe là, de nouvelles, même les hommes pleurent. Mais oui, oui, ça fait partie de la vie. Enfin, je crois que c'est pas, il y a rien de. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau, tout simplement. Ça me plaît. Moi, j'ai pleuré quand mes enfants sont nés. Bah ouais. Je suis pas tombé dans les pommes, c'était ma plus grande peur, mais... T'as c'est des moments clés, c'est hyper touchant, c'est hyper sensible, je sais pas, j'aime bien ce côté, j'aime bien ça. T'aimes bien ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien. Est-ce que votre père, il a bien accueilli le livre? J'attends sa réponse. C'est Non, la en surprise. fait, il ne lit pas. Mon père ne lit pas du tout. Et en fait, j'ai dit, j'écris un livre, ça va, ça parle un peu de nous, tu verras, un peu. Ah, t'as préparé le terrain. Ouais. Il m'a dit, c'est bien. Ça résume pas mal le personnage. C'est pas un démonstratif, il est... Ah non, il garde tout, donc il faut interpréter. C'est là où je m'amuse. D'accord. C'est là où moi j'exprime trop. Parce donc que du coup c'est pas mal. le père de Gontran, il est haut en couleur. Ouais, il est pas mal, ouais. J'aime bien. Ah oui, il est bien. Ouais, il est bien. En fait, j'avais cette idée du personnage dans Magnolia, The Big Lebowski. Je sais pas si vous voyez ce personnage, le dude. En fait, je sais pas pourquoi je le voyais en dude. Je sais pas, je le voyais. Ah oui, maintenant que tu le dis, oui. Je l'ai vu tout le temps pendant tout le bouquin. Je le voyais. Pour moi, il était là. Mais le dude, il a un caleçon. Ouais, enfin, il met ce qu'il veut. Moi, le mien, il fait ce qu'il veut. Dans le roman, on sait pas trop s'il a un caleçon. J'ai noté une phrase qui est lourde de sens. On ne s'affranchit pas de ses parents, on se construit à côté comme on peut. Du coup, est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'en Alors penses? là, qui c'est qui parle? Est-ce que c'est Gontran ou est-ce que c'est Gavins? Ça, cette semaine, tu vois, cette semaine, j'ai une discussion. Donc, je travaille avec William Lémergie, là, le dimanche. Et puis, je sais plus, je lui racontais une histoire. Et puis, on parlait de romans et tout ça. Puis, il me dit, mais là, qui est-ce qui parle? J'ai dit, bonne question. Là dans le fou. Cher William. Et du coup, déjà, c'est moi qui écris. Après, ça vient d'où? J'en sais rien. C'est le personnage omniscient. Je suis en train d'apprendre ça avec mon fils, là, à l'école, là. Omniscient, subjectif, le dialogue, etc. Omniscient, c'est maman. Elle sait tout, elle voit tout. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. T'as raison, mais j'y avais pas pensé. Ah, bien. C'est éprouvé. Tu devrais faire des rencontres. Garantie facture. Je devrais en animer même avec ma mère. Ça serait bien. Mais du coup, donc c'est ça. Est-ce que la parentalité fait que l'enfant se construit En fait, je crois qu'on se construit comme on peut, quoi. Comme on veut, comme on peut. Et quand non, j'ai essayé de chercher notre rime, mais ça marche pas. Mais l'idée, c'est... Oui, c'est ça. On pousse, quoi. On est du chien dent ou pas, ou des belles fleurs. À un moment, j'aime bien cette phrase que j'avais trouvée chez Sartre. Ça fait un peu pompeux de dire ça, mais il disait, on est un bouquet de fleurs. On est un bouquet de fleurs. Il y a des fleurs qui fanent. On les jette, mais on est toujours un bouquet. Mm-hmm. On en remet d'autres, on est toujours un bouquet. On est un peu différent, mais en fait, on a un bouquet. Et après, voilà, il y a plein de possibilités. C'est la vie. Après, on essaie les fleurs, elles sont plus ou moins grandes. Ça peut être des cactus, ça peut être des roses, ça peut être ce que tu veux, des jonquilles. Enfin, voilà, tout est possible. C'est ça qui est bien. D'accord. Je trouve que c'est une belle métaphore. Oui, c'est une belle métaphore du bouquet. Oui, puis on se construit. J'ai découvert aussi une forêt là quand je travaille sur mes chroniques à Europe 1. Là, Dorothée. La forêt du Troncé, dans l'Allier, je ne connaissais pas. C'est la forêt qui a permis de fournir le bois pour le Louvre, pour la charpente de Notre-Dame. C'est un bois assez costaud. C'est des arbres monumentaux. En fait, la dame qui s'occupe de la forêt, elle m'expliquait que en fait, les arbres poussent tout seuls. Ils s'auto-régulent. D'accord. Et en fait, je dis, mais vous les plantez à des tailles précises? Elle me dit, non. Ils s'auto-régulent. Et je me suis dit, voilà, c'est ça la vie.
On s'autorégule en fonction de ton voisin. Hop, tu te fais un peu d'ombre. Je dis, mais s'ils poussent tous en même temps, elle me dit, bien sûr que non. Mais donc, chacun pousse comme il veut, mais en fonction de l'ombre, de l'apport nutritif de chacun. Je trouve ça génial. Je me dis, mais c'est ça la vie. C'est ça, oui, c'est ça On pousse, on s'auto-pousse. Je sais pas. Tu le mets dans, quand tu veux, mais je trouve que c'est ça qui est beau. Et en tant que parent et en tant qu'enfant, est-ce que des fois, tu as des enfants, on en a, et est-ce que des fois, quand on élève ses enfants, on leur apprend quelque chose, est-ce que des fois, on leur transmet des blessures qu'on ne voudrait pas, mais en fait, en voulant ne pas leur transmettre ça, on leur transmet, est-ce que c'est ça un peu on est le produit de notre histoire, là, j'ai beaucoup parlé avec Natacha Calistrémé, je ne sais pas si vous voyez, Natacha, elle a écrit les clés de votre émotion, les clés de notre énergie, non, les clés de l'énergie, je ne sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est, je sais plus, c'est des clés quoi. Et en fait, elle me disait, je lui disais un truc sur mon fils, bref. Puis elle me dit, bah tu vois, alors elle est habitée, hein, D'accord, oui, on voit. Elle est plus dans ce quartier-là, je crois. Mais j'adore cette femme, elle me fascine, elle me plaît beaucoup. Les clés de votre énergie, non? Ça, c'est son dernier. Ah, ça, c'est le dernier. C'est donner toutes les chances. Et c'est cette dame. Ouais, je l'adore. Bien, on va prendre cette femme. Merci. Et en fait, elle me disait que parfois, oui, on est le produit de tous les gens qui étaient là avant nous. Et tu es le produit de tes grands-parents ou de tes arrière-grands-parents que tu ne connais pas. Et en fait, elle est persuadée qu'on a des blessures qui sont en nous et qui nous touchent et que l'on reproduit. Et c'est aussi oui, mes aïeux. Anne Schutzenberger, c'est ça, Aïe nos aïeux, c'est ça? C'est Anne Schutzenberger, je crois qu'elle s'appelle. J'adore cette femme aussi. Et en fait, elle explique que on reproduit. Parfois, il faut couper. Alors, avec un travail, avec accouchement, ça. Voilà, on y est. Hein, tripalium, on travaille. Bref, mais oui, on essaye de rompre ou pas. D'ailleurs, parce que ça peut nous plaire aussi, ce renouvellement de génération en génération, évoluer, faire les mêmes choses que nos ancêtres, ou pas. Et c'est ça, c'est dans le ou pas que j'aime bien me mettre, moi. Ouais. Ou bas aussi. J'ai senti dans tes yeux. Ne me lance pas là-dessus, J'ai senti attention. Justement, tu parles de cette généalogie. Merci pour la transition. On apprend que le père de Gontran n'a pas été désiré. Le père de Gontran avait deux frères et sœurs, ça je crois que c'est pas dit, mais qui sont décédés. Et du coup, est-ce que les enfants malheureusement héritent quelque chose psychologiquement de pas être désirés, et c'est le seul survivant de la fratrie? Ça va être un peu lourd à porter. Et en fait, vis-à-vis de Gontran, est-ce qu'on dit il ne transmet pas quelque chose qu'il ne voudrait pas transmettre? Si. Et du coup, le fossé se creuse alors qu'il voudrait tout faire pour le... Ah bah, t'as bien résumé. Et je ne voudrais pas annoncer d'autres choses, mais les deux enfants dont tu parles, disparus, j'aimerais bien que ce soit les prochains héros de mon prochain roman. Mais, sur lequel tu es en train de... Ouais. J'aime beaucoup cette histoire. Enfin, j'aime beaucoup, c'est horrible, mais voilà, j'ai envie de la faire vivre. En fait, je trouve que on a cette chance, aïe nos aïeux, aïe mes aïeux, à faire il y avait un titre de Laurette Nobécourt, c'était En nous la vie des morts. Et je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai, en fait, en nous, la vie des morts. Tout ce que je dis, c'est que ça fait un peu grave quand même. Hein. C'est un peu. Je m'attendais à une rencontre un peu plus gaie quand même. Mais je ne cache pas. Mais c'est vrai que, en fait, ça nous porte et ça nous fait vivre, en fait. Et donc, on vit heureusement grâce à ça. On vit grâce à nos ancêtres et on revit. Et alors, soit la même chose, soit autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment de les faire vivre d'une autre façon, et alors, à travers l'écriture, à travers nos propres vies. On se rend pas compte en fait qu'on refait les mêmes choses. En fait, on est englué dans notre vie quotidienne, et puis tout d'un coup, bam. Alors moi, les romans, ça m'aide à ça. Ça m'aide à faire une pause. C'est comme si je faisais un Polaroid sur un moment de ma vie. C'est très ambitieux de dire ça, mais c'est vrai que c'est un moment. J'ai cette chance de pouvoir faire ça, une photo, à un moment précis. Je serais incapable de réécrire comment papa est devenu dans ces étoiles aujourd'hui. Parce que ça correspondait à un moment de ta vie. À un moment précis. D'accord. Je serais incapable de le refaire, je suis sûr. Et les feignasses, bien sûr que je serais incapable de le refaire. La Divine Comédie, c'est pareil aussi. Ça aussi, je serais incapable de le refaire maintenant. En fait, je crois que c'est des chemins. Et en fait, on ne le sait pas, mais c'est un chemin qu'on doit suivre.
Je deviens très calastrémé dans Mets-le sur la pile. ma chère. T'as la lecture pour le train Et, retour. mais c'est vrai que c'est très. Et en fait, alors, je dis c'est grave, mais en fait, ce que j'aime, c'est souvent prendre une situation grave dans un roman et essayer de la rendre la plus légère possible. Parce que je suis pas très. Ce qui est le cas ici. Je suis pas le mec le plus sérieux non plus. Enfin, je suis pas plombant. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien dans les romans. C'est alors comment papa est devenu danseuse étoile. C'était une famille, un père au chômage. Le club des Feignasses, c'est la maladie. La Divine Comédie Novice, c'est l'identité. Quelle identité? Quelle identité on a? Est-ce qu'on peut garder la même identité? C'est un peu ce qu'on vient de se dire. Mm-hmm. Et là, c'est le départ d'un être cher. Comment revivre, tout simplement. Et donc, à chaque fois, j'essaie de faire un point de départ un peu grave. Bon, c'est souvent ça dans des romans, mais on part d'une situation un peu... un événement qui fait exploser le bouquet de fleurs. C'est ça, le fameux bouquet de fleurs. Et c'est l'étincelle, en fait. Je disais tout à l'heure, le coup du feu d'artifice. J'adore ça. C'est essayer de faire en sorte que la vie est courte. C'est on nous amuse un petit peu, quoi. Oui, faut dynamiter. Mais oui. Enfin, pas trop. Ouais. Pas trop, non. Arrête, en ce moment, c'est pas... Enfin, non, pas dynamiter, alors. Pas dynamiter, d'accord. Essayons de mettre plein de fleurs dans notre quotidien. Les fleurs, c'est mieux. Hein, c'est beaucoup mieux, les fleurs. Page 57, ouvrez vos livres, page 57. J'ai toujours eu envie de dire ça. Il y a, encore une phrase que j'ai relevée, il y a le décès, et puis il y a ceux qui restent. On ne pense pas assez à eux, combien ils souffrent. On en revient à ce qu'on disait au début, les absents prennent le plus de place, mais il y a Gontran, il y a son père, il y a Victoire, qui est la compagne du papa de Gontran, qui est aussi indirectement impactée par l'absence de la mère, et du coup, comment ça se fait qu'on ne pense pas assez à ceux qui restent? C'était cette idée de la couverture là. Je voyais un joli ciel bleu, mais il y a des nuages. Et en fait, je disais à l'éditrice, mon amie Lina, mon éditrice, je veux cette couverture. C'est moi qui ai choisi ça. Ah oui. Après, ça a plu, ça a pas plu, je m'en fichais. Mais je voulais cette couverture parce que je trouvais qu'il y a un ciel bleu et il y a des nuages toujours. Au début, il n'y avait pas assez de nuages. Moi qui suis atteinte de pareidolie, je vois un chien dans vos nuages. C'est vrai? Un chien? Là. Où ça? Ah ouais, un chien comme les œuvres de... Les balloons, là, les œuvres de Jeff Koons. Vous avez utilisé un terme qui est pareidolie. D'accord. C'est voir quelque chose où... Ah d'accord, les nuages, d'accord. Dans les pierres, dans les nuages. Moi, j'ai appris quelque chose, c'est bien, je suis content d'être venu. C'est beau ce mot. D'accord. Et alors, attends, tu disais... Oui, bah oui. Non. Et en fait... les absents qui... Enfin, on pense pas assez à ceux qui... Ouais, et alors là, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Alors, je crois que c'est François Ozon, je suis pas sûr, mais Melville Poupeau, Ceux qui restent, je crois que ça s'appelle. Ouais. Avec Jeanne Moreau, non? C'est ça, hein? Je crois que je mélange deux choses en même temps. C'est avec De Vos, Ceux qui restent. Alors, je confonds deux films en même temps. C'est ça? Oncle Marie. Ceux qui restent, le titre. Mais alors, bon, oui, ceux qui restent, bah oui, c'est nous. Ouais, c'est Vincent Lindon. Voilà, ça fait plein d'acteurs là d'un coup là. J'étais resté sur Melville Poupeau, moi. Enfin, donc voilà. En fait, on a plein de personnages et il y a ceux qui restent. c'est Melville Poupeau. Super. Merci pour cette réponse. Mais donc j'aime bien cette idée. Oui, on est là, tant qu'on s'amuse un peu, quoi. On va pas rester toute notre vie à nous dire oh là là, c'est horrible. Non, mais c'est dur. Regarde, le père de Gontran a du mal à se. Ouais, donc il faut qu'il lise le bouquin. Il faut qu'il lise le bouquin, qu'il fasse le tri un peu. Non, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais il faut... Non, mais là aussi, je reprends des portes ouvertes, mais l'idée, c'est de... On survit, quoi. Donc il faut autant survivre en rigolant, en s'amusant, et en intégrant bien que tous ces êtres qui nous façonnent et qui nous fascinent sont là. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire... chouette, quoi, la vie est belle, quoi, même. Courte et belle, Courte et belle. Il faut y aller. On arrive bientôt au terme. Il y a une phrase, je crois que c'est Alphonse Allais qui disait, je l'avais accroché sur mon frigo, la vie est courte, mais si l'on s'ennuie, on la rallonge un peu. Et j'ai trouvé ça, rigolo. Et j'aime bien m'ennuyer un peu. J'y arrive pas. Hein. C'est bête de dire ça, parce que je bosse comme un zinzin, mais en même temps, je trouve que l'ennui, c'est quoi? C'est quand on décroche, quand on souffle un peu, quand on prend le temps. Il y a plein de... C'est pas facile, mais en même temps, je trouve que ces romans, ça m'aide justement à prendre le temps.
le temps de la lecture. Alors, il y a le temps de la lecture, j'arrive à moins lire, c'est vrai, mais j'arrive à écrire un peu. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve, alors, les voyages aussi, la radio, la télé, tout ça j'adore. Mais c'est des moments j'allais dire de survie, mais pas au sens de survivre, c'est de vie supplémentaire. Je trouve que ça donne un peu d'oxygène. Ouais, je crois que c'est bien, ça donne... Et franchement, on ne se serait pas rencontrés, je ne vous aurais pas rencontré ce soir si je n'avais pas écrit ce bouquin. Et ça, je trouve ça génial. Bah oui, ça aurait été dommage. Enfin, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, je disais que j'aime bien les rencontres, j'aime bien les salons du livre. Je trouve qu'il y a un échange, je trouve ça tellement chouette de pouvoir... raconter, c'est vrai que je parle beaucoup, mais merci de m'écouter. Et c'est vrai que raconter des histoires, ça donne du... Et comme je te le disais, des gens sont touchés par ce que tu racontes. Là, c'est le décès d'une maman qui est décédée du cancer. Et des fois, ça peut toucher des gens qui ont connu la même chose. On est tous touchés d'une façon ou d'une autre. On a tous des amis, des proches qui nous... Alors moi, je l'exprime avec ma façon et mon histoire. Mais ça fait quoi d'autre chose? Et en fait, quand je vois les messages que je reçois sur les réseaux, ça, on me dit des choses très intimes. Hein. Des fois, je dis que je suis pas psy, parce que c'est quand même très très fort. Mais c'est vrai que on partage, il y a un partage aussi, ça, je trouve ça tellement... Se dire qu'avec des mots, on arrive à faire passer des sentiments, un partage de... Et c'est un chemin... Alors, c'est marrant parce que, mademoiselle, vous avez un livre que j'avais écrit, là, les coups de foudre qui ont fait la France. En fait, avant d'arriver au roman, j'écrivais des romans, ce qu'ils appellent de curiosité. Et en fait, ça m'a amené... Là, j'ai travaillé sur les histoires d'amour, mais avant, j'avais travaillé sur d'autres thèmes, sur la vie quotidienne, petites histoires curieuses dans ce livre de la vie quotidienne. Et je m'étais amusé à prendre tous les aspects de la naissance à la mort. Et j'ai appris plein de choses en écrivant ces livres. Et j'en ai fait un sur les citations d'histoire de France aussi. Et ça m'a amené à rencontrer d'autres gens plein d'histoires, j'ai passé pas mal d'infos. Et en fait, ça m'a amené à ça. En fait, ça m'amène à ça. Je crois que c'est produit à chaque fois le livre du moment dans ma vie. Instantané. Exactement. Et en fait, c'est marrant de voir le chemin. Je sais pas jusqu'où j'irai, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire à un moment clé, j'arrive là. Et on est là. Et ça te fait rencontrer des lecteurs, et lectrices. C'est ça. Moi, j'adore. En tout cas, excusez-moi, merci d'être là. Je vais terminer sur une citation. Attention, c'est pas littéraire, mais d'une série qui s'appelle Malcolm, que j'ai toujours adoré parce que j'aime cette série. Mais il y a une phrase dans le dernier épisode qui m'a vraiment touché. Et il arrive à faire pleurer sa mère, ce qui n'est pas un mince exploit. Et il dit « Avec sa famille, on n'est jamais libre, mais on n'est jamais seul. » Est-ce que c'est un peu le principe avec Gontran, c'est que c'est un poids, mais il arrive à le porter et ça le fait avancer quand même. Alors moi, ça me fait penser à... j'ai vu une fois Pékin Express. Et en fait, des fois, ils se retrouvent avec un handicap, ils se retrouvent avec un personnage, ils sont en Chine, ils se retrouvent avec un type, je crois, qui fait 3 mètres enfin j'exagère, mais 2 mètres de haut, et il pèse 150 kilos, ils doivent se promener tout le temps avec ce bonhomme, qu'ils doivent mettre dans une voiture qui ne bouge pas, enfin bref. Et ben, c'est un peu le symbole de la famille, je trouve, ce personnage qui est très haut, très lourd, et on ne sait pas lui parler, parce qu'il ne parle pas notre langue. Mais il reste à côté. Il reste là. Ben, c'est un peu la famille, je trouve. On est quand même... Des fois, on se retrouve avec des gens, la phrase, on choisit ses amis, on choisit pas ça, c'est quand même... C'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des gens, on n'a aucun rapport avec eux, mais pourtant, c'est quand même notre famille. Donc, on est le produit d'un... C'est ce qu'on disait, Moi, j'aime bien les arbres généalogiques. Alors, j'ai pas le sens d'orientation, mais par contre, j'adore comprendre les arbres. Et alors là, je les comprends. Ça, je comprends tout de suite. C'est pour ça que parfois, je construis des trucs un peu complexes, mais j'aime bien. Mais en fait, on est ces arbres, quoi. Tissage, métissage, encore une fois. Et en fait, tout se croise. Et puis, à la fin, ça donne et c'est quand même quelqu'un qui est sur la même branche que toi. C'est ce qui me fascine un peu dans ces histoires vous savez, de tests là qu'on fait ADN là maintenant et qu'on envoie je sais pas où là. Il y a un bouquin qui est sorti chez Le Duc, je crois, une jeune fille, Le Duc, je crois, une jeune fille qui a sorti un livre sur, elle fait un test puis elle se rend compte c'est pas du tout sa famille, quoi. Et ça, je trouve ça génial de se dire moi ça me fascine ça. Tu vois, je trouve ça génial de se dire je suis pas... En fait, cette personne qui est là depuis 45 ans, c'est pas ma tante. D'accord. Du coup, tu dis alors elle est où la vraie? Là, ça, et pourquoi ça commence à... Ça turbine. Ça commence à turbiner. Il y a plein de choses à faire. Oui, en fait, donc la famille est là, boum. Mais c'est un poids, mais ça peut être aussi une chance. Oui, bien sûr. Je crois. Hein. Ok. Je te propose de terminer là-dessus.
T'as vu, C'est parfait. Merci à vous d'avoir écouté. Merci Merci à Gavin. toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Si vous Je voulez sais pas si vous avez des des dédicaces, Des questions, Non. je sais pas, Merci d'être là, hein, déjà c'est sympa. je vous le laisse. Si vous voulez des dédicaces, il y a des... Moi j'en ai Ah, une. vas-y. Parce que tu as parlé donc un peu du début, enfin, de ce qui a déclenché pour le club des Feignasses, pareil pour les journées où je ne sais pas, et pour la Divine Comédie de Novi. Ah, alors ça, j'ai un truc très, très précis. Là aussi, c'est un moment très précis. J'ai j'ai deux très bons copains. Et il y en a un qui me dit le même jour, il y en a un qui me dit on va se marier, je vais me marier avec ma femme, ça va pas, génial. Donc on est 3 copains, donc le troisième on dit on va t'envoyer, on va partir en voyage de, comment on appelle ça, en enterrement de vie de garçon. On se retrouve à Barcelone, on arrive tard, la nuit, ça, en bon routard, j'avais pas réservé. Et donc je me retrouve dans une chambre d'hôte et le type nous dit, une auberge de jeunesse, et il dit, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et il me dit, je n'ai plus de lit pour 3, j'ai plus qu'un lit double pour vous 3. Il était tard, on s'est dit, allez chiche, allez, on va dormir dans ce lit tous les 3. Enfin, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Donc on se retrouve tous les 3 comme ça. Et je me vois le matin. Alors il y a celui de gauche qui me dit, moi je vais me marier dans un mois. Et celui de droite qui dit, moi les gars, il faut que je vous dise, je vais divorcer. Je dis, oh, putain, ça, t'aurais pas pu te le dire. Enfin voilà. En même temps, on détestait sa femme, mais pas sur c'est autre chose. c'est bon alors. Et moi j'étais au milieu, et je me suis dit, et moi qu'est-ce qui m'arrive? Moi il m'arrivait rien, mais donc je me suis dit, les gars, je crois que c'est le point de départ de ma prochaine histoire. Et c'était au moment où je réfléchissais à cette histoire. Et alors j'en ai fait, ils sont 4 là dans l'histoire, mais moi mon point de départ ils étaient 3. Je les ai revus ce week-end. Mais j'adore, voilà. Et le bouquin leur est dédié d'ailleurs. D'accord. Pierre et Antoine. Et c'est vraiment, voilà, c'est comme ça. Et l'histoire c'est pas du tout, mais en même temps ça se passe en Normandie. Il y en a un qui aime bien les chevaux, donc il m'avait pas mal briefé sur les chevaux. J'avais beaucoup bossé là-dessus, mais voilà. En fait ça part souvent d'une histoire. Toujours de la fiction et du réel. Je brode. On n'y a rien. Je devrais faire des cours de broderie. Des tutos. Ça peut être structuré. J'aime bien, cool. Je trouve ça rigolo. Mais voilà, non, c'est magique. Ça, c'est rigolo. Ça, je m'amuse bien.